au-delà d'une conférence, soit aussi un moment d'échange, à la fois sur vos pratiques, vos questionnements, de manière à ce que ça puisse aussi permettre à l'ensemble des participants de bénéficier des bonnes pratiques, de pouvoir soulever des expériences positives ou peut-être parfois aussi négatives avec le recrutement ou la fidélisation des jeunes et des nouvelles générations. Certains parlent de millennials, génération Z, sujet sur lequel on reviendra. Donc voilà, pour cette conférence, donc management et performance en entreprise, nouvelle génération, nouvelle méthode. Alors, on n'ira peut-être pas jusqu'à proposer des méthodes, puisque l'idée, c'est aussi que chacun puisse construire sa propre méthode en fonction de qui il est, mais bien d'essayer de mieux comprendre les jeunes, leurs aspirations, vos modes de fonctionnement et les attentes qui sont les vôtres, afin d'améliorer, je dirais, cette qualité, cette relation, à la fois pour permettre l'épanouissement au travail d'un certain nombre de jeunes qui rentrent sur le marché du travail, et puis à vous, entreprise, de bénéficier d'un apport de compétences, de force d'innovation, de force créatrice pour vous permettre d'assurer votre performance. Du coup, je suis Nicolas Borguet, je suis le délégué général du Club des entreprises de l'Université Savoie. Rapidement, le Club des entreprises est une association loi 1901 qui va fêter en 2021 ses 30 ans. Elle a été créée en effet en 1991 à l'initiative de chefs d'entreprise, Somfy, Tefal notamment, et plein d'autres qui ont rejoint le club durant ces 30 années. On fédère aujourd'hui une centaine de grands comptes, les grandes entreprises des pays de Savoie, des ETI, mais aussi des PME et des TPE, avec l'enjeu de connecter l'entreprise à l'université et de permettre aux étudiants de bénéficier des apports de compétences de l'entreprise, de permettre aux entreprises de déployer leur marque employeur. On y reviendra tout à l'heure, un vaste sujet en plein développement. D'avoir aussi des sources d'inspiration et d'innovation grâce aux travaux de l'université, à la fois enseignants-chercheurs, mais étudiants. Et donc, le club développe toute une série d'événements, de projets visant à faciliter ce rapprochement, cette connexion entre le monde de l'entreprise et le monde universitaire. L'idée qui guide notre action est l'idée selon laquelle l'entreprise comme l'étudiant est à la fois offreur et demandeur, puisque l'entreprise va à la fois offrir des compétences, offrir des missions de stage, d'alternance, d'emploi, mais a aussi des demandes pour mieux comprendre l'offre de formation de l'université, les compétences censées être acquises durant ces formations, les possibilités de travailler avec les enseignants-chercheurs, les laboratoires, donc toute une palette d'outils de connexion à l'entreprise et à l'université que l'on déploie. Et c'est vrai que pour l'année 2021 et les années à venir, le club met en place deux actions fortes. Une box insertion pro pour permettre la mobilisation des professionnels auprès des étudiants. Et on va essayer de développer une action audacieuse, si j'ose dire, de mentorat pour permettre aux étudiants de bénéficier de réseaux, d'appui, de soutien, d'écoute, de solidarité de la part des entreprises et en même temps de permettre aux entreprises de bénéficier de l'esprit de la jeunesse, parfois de la candeur des jeunes, mais une candeur qui peut aussi soulever des questions, des pratiques qui sont aujourd'hui acquises et admises, mais qui pourtant pourraient être rediscutées et réinventées. Voilà, je ne fais pas plus long, je vous propose qu'on rentre dans le vif du sujet. J'ai une petite vingtaine de diapos, mais l'idée c'est que vous puissiez intervenir au fil de l'eau. Mon propos va s'articuler autour de la performance en entreprise, rappeler un petit peu les fondamentaux de la performance et les évolutions du concept de performance. Et vous savez que depuis notamment la crise de 2008, la notion de performance financière, économique, sociale, socio-économique, globale, plein d'adjectifs viennent caractériser, qualifier cette performance dont on a encore du mal à maîtriser l'ensemble des tenants et des aboutissants. À côté de cette logique de performance, on croisera l'approche du management et au-delà du management, les questions de compétences, de marque employeur, et c'est ce sujet que je vous propose d'aborder ce matin avec vous. Alors, l'entreprise et la performance. L'idée était de rappeler un petit peu les fonds baptismaux de l'entreprise, avec l'idée d'appréhender l'entreprise comme un tout
un système, une entité économique et sociale et juridique. Et finalement, ce système, cette entité est un équilibre entre des forces internes et externes de l'entreprise. Et cet équilibre vise à pérenniser l'activité de l'entreprise, son collectif de travail, grâce à la production d'une valeur ajoutée utile, reconnue et acceptée dans son environnement. Et il est vrai que l'objet social même de l'entreprise a été revisité ces dernières années avec la notion de développement économique, social et environnemental. Et l'on voit que du coup, l'ADN, l'identité même de l'entreprise s'élargit, non plus uniquement sur une performance financière, comme on le verra, mais aussi sur une performance économique, sociale et de plus en plus environnementale. Mais finalement, on se rend compte que cet équilibre, cette notion d'équilibre est plutôt un idéal qui nécessite un certain nombre de choses. Tout d'abord, des ajustements permanents entre les différentes composantes de l'entreprise. Et il est vrai qu'aujourd'hui, un bureau d'études n'a pas les mêmes enjeux, les mêmes défis qu'un service commercial. Et là, l'enjeu va être justement de réguler ces objectifs différents pour tendre vers cet équilibre. C'est bien sûr une capacité à gérer les dysfonctionnements et on a pour habitude de dire que l'humain au sens large, l'homme, l'humain, l'entreprise est là pour développer des solutions et pour développer des solutions, eh ben, on est bien souvent amené à gérer des dysfonctionnements et à trouver donc des solutions à ces dysfonctionnements. C'est bien sûr un équilibre qui nécessite une capacité à concilier des intérêts qui peuvent être souvent contradictoires, soit au sein même de l'entreprise, soit entre l'entreprise et ses parties prenantes. Et là encore, c'est aussi par le dialogue, la discussion, l'exposition des problèmes qu'on va permettre de trouver, de tendre vers cet équilibre, de trouver un certain nombre de solutions profitables à l'ensemble des parties prenantes. C'est bien sûr un idéal qui nécessite une capacité à tendre vers une harmonisation entre la création de valeur matérielle, la production de biens, et puis ce que l'on appelle de plus en plus la valeur immatérielle de l'entreprise, connue tout d'abord au travers d'un certain nombre d'outils, notamment d'innovation, les brevets, la formation. Mais aujourd'hui, cette notion de capital immatériel va bien au-delà, puisque le management peut être, la qualité du management peut être considérée comme un actif immatériel de l'entreprise, les compétences détenues par les salariés, la capacité à mettre en œuvre ces compétences par les salariés, la capacité des salariés à travailler entre eux, à développer des relations constructives et positives au service du développement de l'entreprise. En première synthèse, on peut donc dire que la performance d'une entreprise ou d'une organisation est d'abord une notion multidimensionnelle. Alors, la performance et la création de valeur, dans l'histoire de la performance, il y a trois grands types de performance. La première, que l'on connaît bien, que l'on commence à très bien maîtriser, c'est la performance économique et financière. Et elle se mesure et elle se pilote par différents outils, des critères de compétitivité, de rentabilité, de productivité, qui sont les critères premiers, souvent des actifs matériels qu'on va pouvoir quantifier et donc mesurer et piloter l'entreprise au travers de cette performance économique et financière. C'est également une approche comptable qui est fondée sur les coûts. Et souvent, les entreprises ont cette première logique de chasser les coûts et au-delà de chasser les coûts, de maximiser les capitaux investis. Et c'est bien normal puisque, on le verra, une entreprise prend des risques, investit, mise sur l'avenir. Certains économistes comme Keynes parlaient de la demande effective et donc c'est toutes ces anticipations qui vont permettre à l'entreprise de développer sa production de biens ou de services ou les deux. La formalisation de documents comptables et financiers grâce à des indicateurs et des tableaux de bord dont aujourd'hui on est tous plus ou moins familiarisés, avec là aussi la difficulté d'avoir les bons indicateurs qui reflètent une réalité d'activité, de travail et qui vont permettre, grâce au tableau de bord et aux managers, de prendre des décisions adaptées au pilotage de l'entreprise. Aujourd'hui, ces différents documents sont très standardisés pour les documents comptables et financiers. Et puis, les entreprises, vous, managers, dirigeants, avez développé des tableaux de bord, des indicateurs qui correspondent à la façon dont vous souhaitez ou vous pouvez mesurer l'activité de vos entreprises et donc sa performance économique et financière. Cette première performance, elle se concentre principalement sur l'analyse de la création de valeur matérielle développée par l'entreprise.
À côté de cette performance économique et financière, on a une deuxième performance qui est née dans les années 90, qu'on appelle la performance sociale. Et certains d'entre vous, dans vos entreprises, vous avez peut-être été amenés, si vous avez un volume d'effectifs, à développer un bilan social de l'activité de l'entreprise. Et donc, ce bilan social, comme son nom l'indique, et qui a repris un terme comptable et financier qui est le bilan, vise justement à matérialiser cette performance sociale, ou en tout cas à décrire une réalité sociale de l'entreprise. Cette performance sociale, elle se concentre davantage sur la création de valeur immatérielle, puisqu'elle va s'attacher à mesurer la qualité des humains déployés dans l'entreprise. Alors, elle se caractérise tout d'abord par la mesure et la valorisation dans les comptes de la qualité et de l'implication du potentiel humain, donc de la force de travail, des hommes et des femmes qui constituent votre entreprise. Et donc, actuellement, elle se mesure cette performance sociale au travers de plusieurs critères. Comme je le disais, le bilan social, le capital intellectuel, la rentabilité des investissements immatériels. Hein, je parlais tout à l'heure notamment des brevets, des formations. Donc, comment, quand une entreprise investit sur de la R&D, permet de développer un brevet, ou investit dans le développement de la formation de ses salariés, comment elle va mesurer la rentabilité ou le retour sur investissement de ces investissements immatériels. Alors, cette performance sociale, elle est aussi, elle peut se doter d'indicateurs plus précis qui vont permettre de la suivre au quotidien et de pouvoir mesurer son efficacité. 5 composantes de la performance sociale qui peuvent être déclinées en indicateurs. On a bien sûr la politique salariale et sociale, hein, par exemple les coûts et délais d'embauche, combien de temps on va mettre pour embaucher, quel coût va être consacré à une embauche. C'est bien sûr le turnover, le délai et le nombre de jours vacants d'un poste, qui sont des critères qui vont permettre de mesurer la performance sociale, salariale de l'entreprise. C'est la valorisation sociale des salariés, avec par exemple des enquêtes de taux de satisfaction auprès des équipes pour voir comment elles sont satisfaites de leur travail, de leur contexte, de leurs conditions salariales, du nombre de promotions ou de mobilité professionnelle qui vont être proposées dans l'entreprise. Et c'est ces critères qui vont permettre là aussi de valoriser ces pratiques sociales. C'est les relations paritaires, le dialogue social, où là, on va pouvoir s'attacher à mesurer le nombre d'accidents du travail, de maladies professionnelles, le nombre d'accords qui ont pu être signés dans l'entreprise, également des indices de qualité de vie au travail, hein, une notion qui est développée depuis plusieurs années, qui commence à produire des effets dans l'entreprise en termes de mesure de cette qualité de vie au travail, qui est un sujet là aussi complexe à prendre. Hein. On a eu parlé de bien-être au travail, de qualité de vie au travail. Voilà, jusqu'où on peut aller dans cette mesure de ce bien-être. En tout cas, l'idée, c'est de voir comment l'individu a une forme d'épanouissement dans son travail, d'utilité, ce sentiment d'utilité et d'efficacité dans son travail au quotidien et avec ses collègues. La 5e composante de cette performance sociale, c'est bien sûr le climat et le comportement social, où là, on va pouvoir s'attacher à mesurer le nombre d'absences, le nombre de démissions ou de ruptures conventionnelles, le nombre de plaintes qui ont pu être déposées ou le nombre de mesures disciplinaires qui auraient pu être dispensées. L'image sociale interne et externe, donc là on va s'attacher plutôt aux aspects de communication au travers du nombre de visites sur le site internet, du nombre de diffusions de communication, newsletters, articles sur les réseaux sociaux, etc. Enfin, la 3e performance, après la performance économique et financière, la performance sociale. On tend aujourd'hui vers une notion de performance à géométrie variable qu'on appelle performance globale ou performance socio-économique. Et cette performance vise à piloter grâce à des outils testés, notamment des outils de contrôle de gestion, de piloter, de mesurer l'efficience sociale de l'entreprise. Alors cette efficience sociale va se mesurer au travers d'indicateurs de mesure des dysfonctionnements, c'est-à-dire qu'on va s'attacher à regarder les écarts qu'il existe entre ce qui a été prévu, prescrit, le travail prescrit et le travail réalisé, et qui vont permettre d'identifier ces dysfonctionnements pour ensuite mettre en place des espaces de régulation, de discussion
et pouvoir échanger autour de ces dysfonctions. Alors, comment appréhender derrière ça ces dysfonctionnements, les coûts cachés liés à ces dysfonctionnements et plus largement la perte de valeur engendrée par ces dysfonctionnements? Et si l'on applique ça aux ressources humaines, finalement, comment le big data peut permettre de réduire ces coûts? Si je prends l'exemple du recrutement, et on y reviendra rapidement tout à l'heure, un recrutement manqué, on verra, génère des coûts supplémentaires de dépôt d'offres, de sourcing de CV, et puis des coûts liés au temps passé par le recruteur pour sélectionner les CV, faire les entretiens, parfois aussi aller prendre des intérimaires pour compenser le manque de personnel et de ressources. Et donc, tout ça va générer des coûts cachés. Un laboratoire de recherche en sciences de gestion à Lyon qui s'appelle Iseor a beaucoup travaillé depuis les années 90. Ils étaient parmi les précurseurs de cette notion de performance socio-économique, de mesure du dysfonctionnement. Et du coup, ils ont pu formaliser un certain nombre de grands domaines. Donc, le laboratoire s'appelle Iseor, comme je le disais. Et donc, ces 6 domaines vont permettre de mesurer les dysfonctionnements qui génèrent de la perte d'efficience, de performance et qui, dans le même temps, permet de recueillir davantage de données sociales. On sait aujourd'hui que l'enjeu de la collecte de données, notamment de data RH, devient un outil de pilotage, mais encore faut-il organiser ces data pour en faire des indicateurs, un tableau de bord et donc assurer une forme de pilotage de ces données sociales. Alors, parmi ces grands domaines identifiés par Iseor sur la mesure de ces dysfonctionnements, il y a bien sûr l'organisation du travail, un sujet central qui a été étudié depuis de nombreuses années, notamment en sociologie du travail, qui vise justement à voir comment le travail est distribué, comment se fait le travail d'organisation du travail, si j'ose dire, et qui va permettre de définir un certain nombre de rôles dans l'entreprise et d'affecter des personnes à ces rôles pour réaliser des missions et des tâches. À côté de cette organisation du travail, il y a bien sûr les conditions de travail, plutôt les conditions matérielles, ce qu'on retrouve au travers aujourd'hui des services QSE, qualité, sécurité, santé, environnement. C'est bien sûr la gestion du temps et jusqu'où on va dans la définition des temps affectés à des missions, à des tâches et à la maîtrise de ces temps. C'est également ce que l'on appelle les 3 C, la communication, la coordination, la concertation. C'est là à la fois où on va diffuser les informations, définir des espaces de régulation et de discussion pour réajuster en permanence les besoins à la production et, je dirais, entre les équipes, notamment entre les managers et les équipes productrices. 5e grand domaine, c'est bien sûr tout ce qui a trait à la qualité des relations entre les individus, au développement des formations des compétences et également à la régulation, je dirais, des pratiques de travail de manière là aussi à faire émerger plus rapidement les dysfonctionnements et proposer des espaces de discussion pour trouver les solutions à ces dysfonctionnements. Enfin, c'est la mise en œuvre stratégique d'un plan d'action avec un suivi évaluatif, c'est-à-dire pour suivre les pratiques nouvelles ou les outils de management qui peuvent être déployés dans l'entreprise. Et pour les suivre, il va s'agir à la fois de les définir, de les dynamiser dans la mise en œuvre et puis d'assurer un suivi et une évaluation des mesures qui sont prises, puisque l'objectif, bien sûr, est de voir par rapport à un prévisionnel d'action ou de mesures correctives quels sont les effets produits par ces mesures et donc d'assurer ce suivi et cette évaluation pour ajuster en permanence les démarches. Voilà sur ces 3 grands domaines de performance. Donc aujourd'hui, effectivement, on se situe de plus en plus dans cette notion de performance socio-économique ou de performance globale. Et je vous propose un petit schéma type qui reprend les grandes étapes clés de la performance globale, où on va voir apparaître un certain nombre de points liés notamment au management et aux compétences. Alors, cette performance, le point de départ de cette performance, c'est bien sûr le positionnement concurrentiel de l'entreprise, puisque le point de départ, c'est que l'entreprise produise des biens ou des services qu'elle va mettre sur un marché et donc vendre, et donc exister face à la concurrence et avoir une valeur ajoutée proposée dans ses produits ou services qui font faire qu'elle se démarque et qu'elle vend ses produits.
Ce positionnement concurrentiel aujourd'hui est de plus en plus dépendant de ce que l'on appelle, que j'ai cité ici, l'EF. Derrière EF, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire comment une entreprise va définir ses biens ou ses services en fonction de différentes fonctionnalités. Quelle fonctionnalité va-t-elle vouloir donner à ses produits, à ses services pour répondre à des besoins de clients? Derrière cette économie de la fonctionnalité, c'est ce que l'on appelle aussi l'économie des usages. Quel usage va être fait par nos clients des produits ou des services que l'on produit? Et c'est vrai que de plus en plus, on rentre dans cette logique de penser nos produits ou nos services en fonction des usages et d'adapter ce produit à ces usages. Pour rester concurrentiel sur son marché, entrer de plein pied dans cette économie de la fonctionnalité et des usages, le point de départ, c'est de développer une forme d'innovation, avec de l'innovation technologique, bien sûr, qui a longtemps été le premier levier pour rester concurrentiel sur son marché. Mais à côté de ces innovations technologiques, indispensables, nécessaires, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'elles ne sont pas suffisantes, puisqu'à côté de ces innovations technologiques, on va de plus en plus vers les innovations sociales, la créativité collective, comment mettre en dynamique les collectifs de travail pour être source d'innovation, à la fois sur la technologie, mais aussi pour appréhender les pratiques, les besoins, les usages, les fonctionnalités des produits et des services qui seront développés. Là aussi, c'est de réfléchir ces produits et ces services dans une logique d'externalité positive, c'est-à-dire les conséquences positives qui vont être générées par le développement d'un produit ou d'un service. Ces innovations technologiques ou sociales vont entraîner des changements organisationnels dans vos entreprises, dans les entreprises, et nécessitent bien souvent le développement des compétences, du partage de savoir, et donc permettent de créer une véritable dynamique des salariés autour du management pour déployer ces innovations et donc permettre à l'entreprise de rester dans la course face à la concurrence et de développer sa performance. Ces changements organisationnels vont eux-mêmes entraîner des nouveaux modes de fonctionnement et des nouvelles pratiques RH qui nécessitent souvent des nouveaux apprentissages pour s'adapter à une technologie, pour s'adapter à un client, pour produire une meilleure qualité de service. Et également, donc, pour accompagner ces nouveaux apprentissages, ces nouveaux modes de fonctionnement, le management va passer d'une logique d'un management de contrôle du travail réalisé à un management plus participatif, à un management ressources, à un management de coopération qui va faciliter, qui va plus être support et facilitateur d'une démarche collective de créativité, d'innovation et de mise en œuvre, de déploiement d'innovation. Et ce sont donc bien ces nouveaux modes de fonctionnement qui vont permettre d'aller vers ce que l'on appelle aujourd'hui les organisations agiles, apprenantes, efficaces. Alors là aussi, plusieurs termes pour les caractériser. Ce sont des concepts à géométrie variable. Il n'y a pas de modèle type. Chaque entreprise peut développer sa propre organisation apprenante en fonction de qui elle est, de là où elle veut aller, des membres de ses collectifs de travail. Voilà rapidement ce que je pouvais vous dire en propos liminaire sur cette notion de performance. Avant qu'on poursuive dans la présentation, je peux d'ores et déjà répondre à des questions ou à des remarques que vous pouvez formuler. Non, écoutez, je vous propose de continuer. Alors, donc, on a évoqué la performance, les évolutions du concept de performance et comment ils se traduisent dans l'entreprise. Et à côté de cette performance, on voit bien qu'elle est le fruit d'une dynamique collective de travail et donc à la place aussi des ressources humaines dans l'entreprise, dans l'organisation. Et la question qui se pose, c'est comment la création de valeur et le retour sur investissement peut être appliqué aux RH, aux ressources humaines, à la fois au service des ressources humaines, mais aussi aux managers qui sont amenés à gérer des ressources humaines dans l'organisation et dans l'entreprise. Donc, je vous propose là aussi un petit schéma qui vise à modéliser la chaîne de valeur RH avec 5 grandes étapes qui sont interconnectées. Le premier, le point dur sur lequel on va revenir, qui est le recrutement et l'intégration de salariés, qui est souvent le point de départ d'une relation entre une entreprise et un individu.
Là aussi, on verra que les pratiques de recrutement et d'intégration sont en forte évolution. On ne recrute plus aujourd'hui comme on recrutait il y a 10 ans. Hein. Fut un temps où on payait pour déposer une offre dans le Dauphiné. Voilà, aujourd'hui, on paye pour mettre des offres sur des job boards où on paye au nombre de clics au nombre de clics sur l'offre d'emploi que l'on a déposée. Voilà, donc on a vu des modèles économiques de prestataires d'offres d'emploi, de job boards en pleine évolution. Cette notion, cette étape, ce premier point de départ qu'est le recrutement, va ensuite faire appel aux notions de développement des compétences et de la formation en interne de l'entreprise. Et là aussi, souvent, entre des jeunes qui sortent du système éducatif, de l'université en l'occurrence pour des étudiants, vont avoir un capital formation. Pour autant, ces formations donnent un niveau de maîtrise de compétences, des savoirs qui vont être déployés dans l'entreprise. Pour autant, ces compétences ne sont pas toujours pile poil adaptées aux besoins de l'entreprise. Et là aussi, l'enjeu de la formation est de former des jeunes capables, en capacité de pouvoir s'adapter à différentes problématiques de travail, hein, sur des techniques, sur des compétences techniques particulières. Et la question qui se pose, c'est à partir de quand on peut développer de la formation, permettre d'adapter ou de développer les compétences d'un salarié. Et souvent, on se rend compte que dès le recrutement, il peut être pertinent de proposer une adaptation des compétences, du développement de la formation pour le recrutement de jeunes et leur permettre de s'adapter au poste de travail que vous proposez et qui est spécifique. Alors après le recrutement, le développement des compétences, on a bien sûr le noyau dur qui est le management et le pilotage des équipes et des compétences, un sujet aussi sur lequel on va revenir. On a bien sûr, quatrième maillon de cette chaîne de valeur, c'est toutes les questions liées au dialogue social institutionnel au travers de ce que l'on appelle aujourd'hui le conseil socio-économique et qui est à la fois institutionnalisé dans les entreprises et notamment la possibilité de développer du dialogue social même dans les entreprises de moins de 10, hein, je vous rappelle les ordonnances Macron. Et puis, au-delà de ce dialogue social institutionnel, c'est la capacité des parties prenantes au sein de l'entreprise de pouvoir parler des problématiques de travail, de générer des espaces de régulation, puisque comme je le disais tout à l'heure, on a bien souvent à gérer des antagonismes et qu'à un moment donné, le conflit en France a toujours une approche un peu péjorative, mais le conflit est souvent sain, naturel, puisqu'on ne peut pas toujours être d'accord et toute la question, c'est comment exposer ces antagonismes pour non pas aller sur un conflit négatif, mais bien sur une exposition des différents points de vue des problèmes et donc de pouvoir les discuter et d'arriver à trouver un consensus. Enfin, le cinquième maillon, c'est tout ce qui a trait plutôt à la santé et à la qualité de vie au travail, avec l'idée justement de tendre vers une meilleure préservation de la santé des salariés et de leur permettre une forme d'épanouissement au travail. Je vous rappelle qu'en grec, le travail est à la fois épanouissement et souffrance, et bien évidemment, chaque individu évolue entre cet équilibre d'épanouissement et de souffrance dans son travail. Le propos étant, c'est que au départ, chaque individu qui rentre sur le marché du travail a pour ambition d'être utile, d'apporter de l'efficacité dans son action et d'être reconnu pour la valeur ajoutée qu'il va apporter dans son travail. Donc finalement, cette approche de la chaîne de valeur RH nous amène sur l'idée d'avoir une approche systémique de ces différents maillons et de ne pas les prendre en tuyau d'orgue, c'est-à-dire d'un côté le recrutement, de l'autre le développement des compétences, de l'autre le management, le dialogue social ou la santé QVT, mais bien d'avoir une approche systémique, globale de ces différents maillons de la chaîne de valeur RH. Tout ça appelle aussi la notion de marque employeur, d'ADN de l'entreprise et finalement, quelle est la proposition de valeur de l'entreprise, qu'est-ce qu'elle propose en termes de produits, de services, de modalités de production, d'innovation, de management, de développement des compétences. Et c'est ce travail sur la marque employeur qui va permettre à l'entreprise de mieux communiquer à l'extérieur, de mieux dire qui elle est, de tendre vers une forme de transparence pour que les candidats potentiels comprennent mieux cette entreprise, comment elle fonctionne, les compétences dont elle a besoin, le mode de management qu'elle propose, l'organisation du travail qui est la sienne, et que l'individu, et notamment le jeune, qui lui en parallèle fait ce travail de mieux comprendre qui il est, comment il fonctionne, quelles sont ses compétences, finalement puisse augmenter la qualité du matching entre l'offre et la demande, entre une entreprise et un individu.
Alors finalement, une des questions qu'on peut se poser à ce stade, c'est quels sont les effets des pratiques RH sur la performance financière, économique de l'entreprise. Et comme je le disais tout à l'heure, on sait qu'un recrutement manqué coûte cher et que finalement, des fois, on a besoin de recruter et on veut aller vite sur le recrutement. Et parfois, ce recrutement qui est allé vite ne fonctionne pas dans le temps et va générer un certain nombre de coûts cachés et donc impacter la performance financière sans pour autant apparaître directement dans les comptes de bilan ou compte de résultat de l'entreprise. Alors, si je m'attarde deux petites minutes sur l'exemple de la fonction recrutement-intégration, hein, qui a plusieurs étapes. La première qui est de définir son besoin. Qu'est-ce qui fait qu'on recrute aujourd'hui plutôt que demain, plutôt qu'hier? Comment on va définir son besoin et comment on va analyser le poste? Et je reviendrai aussi sur une notion qui se développe de plus en plus, qui est la notion du rôle de l'individu dans l'entreprise et finalement, quel rôle souhaitez-vous donner à l'individu pour ensuite s'attarder à comprendre comment l'individu va pouvoir assumer ce rôle que vous lui proposez. Donc, une véritable étape majeure qui est la définition de son besoin, l'analyse de l'offre, qui va ensuite permettre de rédiger une fiche de poste et de formaliser une offre d'emploi qui elle-même va être diffusée. Donc, pour être diffusée, il va falloir identifier les différents réseaux de diffusion de cette offre. Souvent, on avait un comportement un petit peu passif, c'est-à-dire qu'on diffusait une offre et puis on attendait que les CV remontent. Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus actives et vont elles-mêmes aller sourcer des candidats, chercher des profils sur les job boards, de manière à pouvoir donner envie à des candidats de postuler et de rejoindre l'entreprise. C'est bien sûr la sélection des CV, sur quels critères sélectionner un CV, entre des compétences techniques et des compétences relationnelles, des compétences émotionnelles. On parle de soft skills, de hard skills, et comment, au travers d'un CV, d'une lettre de motivation, on va pouvoir identifier ces compétences qui vont a priori correspondre à nos attentes. Après cette phase de sélection de CV, c'est bien sûr l'organisation des entretiens plus et donc le choix du candidat. Là aussi, de grandes évolutions sur les entretiens d'embauche où l'idée, c'est d'avoir une démarche beaucoup plus participative avec une relation plus équilibrée entre l'offreur de compétences et le demandeur de compétences, avec là aussi l'idée d'aller davantage investiguer le candidat pour mieux comprendre, bien sûr, ses compétences techniques, mais aussi sa capacité de résistance au stress, sa capacité de travailler en équipe, voilà, ces différentes dimensions humaines, on pourrait dire émotionnelles, qui vont permettre à l'individu de finalement être en adéquation avec vos attentes et pas d'être en décalage. Et puis, bien sûr, une fois le choix du candidat, le recrutement, l'intégration et bien sûr la fidélisation qui va être ensuite le gros morceau. Souvent, les recruteurs me disent, mais moi, si je prends ce jeune, il faut qu'il s'engage au moins à rester 4-5 ans. Moi, j'investis sur lui, ce qui est tout à fait légitime. Et en même temps, comment donner envie aux jeunes finalement de trouver sa place, sa bonne place dans cette entreprise, d'être utile et finalement de se sentir bien et tout simplement de rester. Et là, j'allais dire, c'est comment proposer une expérience salariée, une expérience de travail qui va permettre à l'individu de se retrouver ou pas dans cette activité. Donc, ce process de recrutement aujourd'hui est traversé par des nouvelles pratiques RH et notamment la place du digital. Aujourd'hui, tout se fait de plus en plus en ligne. Au club, on organise des job dating de recrutement, des job dating. Et aujourd'hui, c'est vrai que la crise Covid amenant aussi ces nouvelles pratiques, on développe un certain nombre de job dating en ligne et on voit aussi la qualité de ces échanges, de ces entretiens qui sont non pas un entretien de décision, mais un entretien d'approche, de découverte, d'échange qui vont permettre finalement de se dire oui, on veut aller plus loin dans le processus ou on s'arrête ici puisque les attentes ne sont pas suffisamment en adéquation. Pour pouvoir maîtriser ce processus du recrutement et d'intégration, la qualité de ce processus va être aussi fonction de l'identité de l'entreprise, de sa marque employeur, qui va permettre justement aux candidats en amont de pouvoir se poser les bonnes questions et finalement de se dire est-ce que cette entreprise, ce poste, ce métier est en adéquation avec ce que je suis et ce que je veux.
Alors, deux petits constats hein, sur les entreprises et le recrutement, hein, sur les pratiques et les besoins de recrutement. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, c'est que 20% des embauches ne remplissent pas leurs promesses du point de vue de l'employeur. Un recrutement sur deux qui n'aboutit pas pour des raisons non pas de compétences techniques, mais bien de compatibilité, de personnalité entre l'employeur et la personne. Comme je le disais, le coût d'un recrutement manqué, aujourd'hui, suivant le type de poste et de rémunération, bah, ça peut aller entre 15 et 55 000 euros le coût d'un recrutement manqué, hein, donc qui à la fois n'apparaît pas dans les comptes, comme je le disais, mais pour autant va nécessiter un travail important des équipes du service RH, des chefs d'équipe mobilisés sur ces recrutements, la nécessité peut-être de pallier via un CDD ou de l'intérim. Donc tout ça va générer des coûts en plus pour l'entreprise sur ce recrutement manqué. Ce que l'on constate aussi, c'est que, comme vous le savez tous, on a des offres d'emploi non pourvues, en particulier sur notre territoire Savoie-Mont-Blanc, l'économie somme toute dynamique. Des entreprises aussi avec des potentialités d'offres d'emploi qui ne sont pas visibles ou pas détectées ou peu portées à la connaissance des candidats et en particulier des jeunes. Et là, nous, le job du club est aussi de détecter ces offres et de les porter à connaissance des étudiants ou des jeunes diplômés. J'évoquais aussi tout à l'heure la question de comment bien définir son profil, son besoin en compétences. Et là, on sait que ce n'est pas toujours évident. On a souvent, pour ceux de l'auditoire qui me connaissent et avec qui nous avons eu l'occasion de travailler, souvent, quand on me présente une offre d'emploi, je dis, mais si on enlève le nom de l'entreprise, comment on sait en lisant cette offre qu'on est bien dans votre entreprise? Et ce qui veut dire que l'offre d'emploi doit aller bien au-delà de la déclinaison, la formalisation des tâches, des missions proposées par l'entreprise, mais bien de parler de l'entreprise, de son activité, de son management, de sa façon de produire, de sa logique RSE, qui vont permettre là aussi de donner des éléments pour permettre à l'individu de se dire ça me résonne ou ça ne me résonne pas trop. Également, c'est un gisement de compétences disponible qui est important sur le territoire, mais pas toujours facile à identifier. Toute la question, c'est comment arriver à synchroniser une offre et une demande. Et c'est le comble du paradoxe à l'ère des outils digitaux et de la communication, des nouvelles technologies d'information et de communication, d'avoir à la fois de trouver au bon moment l'entreprise qui recrute et le bon candidat qui cherche. Ça paraît évident à dire comme ça, mais dans la réalité, vous le savez mieux que moi, c'est très difficile de faire synchroniser ça. Il y en a encore trop souvent des entreprises qui n'ont pas vu tel profil et tel profil qui n'a pas vu telle offre d'emploi. Donc là aussi, comment faciliter une forme de transparence du marché du travail. C'est la nécessité d'augmenter la qualité, donc voilà ce que je disais du rapprochement de l'offre et de la demande d'emploi sur un territoire donné à différents niveaux. Et là aussi, l'entreprise ne va pas choisir les mêmes outils de recrutement suivant le poste, la cible de profil à recruter qu'elle souhaite. Et comme je le disais, c'est aussi la place grandissante de la marque employeur, de la marque de l'entreprise d'une part, et puis de la digitalisation des ressources humaines. L'idée n'est pas que le digital ou l'intelligence artificielle prennent le pas sur l'humain, mais bien que la digitalisation et les outils d'intelligence artificielle viennent accélérer certaines tâches ou prendre en charge des tâches à faible valeur ajoutée pour que l'humain se reconcentre sur des tâches à plus haute valeur ajoutée. Voilà, on pourra y revenir. Donc là aussi, une des questions qu'on peut se poser à ce stade, c'est en quoi ces nouvelles générations viennent amplifier ces constats et ces transformations, avec un S, de la relation au travail, et donc finalement de la relation à l'entreprise qui évolue dans les représentations des jeunes. Et puis en même temps, on voit côté entreprise, depuis une dizaine d'années, le monde du travail, le monde de l'innovation est en pleine transformation. La crise Covid vient complètement accélérer ces transformations et on a un repositionnement à la fois des attentes de l'entreprise et des attentes des jeunes. Et donc comment permettre le matching, le rapprochement, l'adéquation entre cette offre et cette demande.
Donc les jeunes et l'accès au travail. Donc là aussi, après le constat un peu sur les pratiques de recrutement côté entreprise, côté jeunes, ce que l'on sait, c'est qu'aujourd'hui, un jeune sur deux ne travaille pas dans le domaine pour lequel il a été formé. Et souvent, on sait que c'est par manque de réseau et qu'à défaut d'avoir trouvé rapidement une offre dans le domaine pour lequel il a été formé, bah, le jeune va se raccrocher à d'autres missions, pas forcément en lien avec son domaine de compétences et souvent sous-dimensionné par rapport au savoir qu'il a acquis en formation. Je le disais tout à l'heure, mais je l'ai repris là, et c'est aussi valable pour le jeune, pour le candidat, que la notion de compatibilité entre les personnalités, la personnalité de l'individu et les valeurs de l'entreprise sont de plus en plus primordiales. Le recours d'un recrutement manqué. Alors, attendez, voilà, donc des jeunes en recherche de projets. Là aussi, ce que l'on a pu constater, c'est qu'on a des jeunes en recherche de projets, des projets qui permettent à la fois de développer de l'éco-conception, de la préservation de l'environnement. Ça, c'est vraiment un marqueur fort que l'on constate déjà depuis quelques années, qui là est pleinement amplifié. Là aussi, des jeunes qui recherchent des situations de travail où peuvent s'exprimer la créativité collective, les voyages, l'international, hein, qui vient aussi guider leur choix d'entreprise, de métier. C'est aussi de plus en plus les questions de solidarité, comment dans mon travail, je vais pouvoir aussi exprimer une forme de solidarité, susciter des émotions positives, avoir le sentiment d'être utile, de donner du sens à son travail, hein, des termes que l'on entend de plus en plus aujourd'hui, tant côté employeur que côté euh, candidat. Euh, on sait aussi que les jeunes se connaissent de mieux en mieux et depuis maintenant les formations, dès les écoles primaires, les jeunes commencent à travailler sur leur motivation, leurs émotions, leurs envies. Et c'est un véritable travail que d'arriver à identifier ces émotions, les réguler, savoir qu'est-ce qui nous fait vibrer, nos leviers de motivation, quelles sont nos envies, nos limites, prendre conscience aussi de ces limites. On a encore beaucoup de situations où un jeune nous dit bah, « moi je veux être cosmonaute » et puis on va lui laisser penser sans savoir si on a des offres d'emploi de cosmonautes, des entreprises qui ont des besoins de cosmonautes et puis un candidat qui a le niveau pour être cosmonaute. Et donc là, on peut parfois comment dire, amener des jeunes à prendre des chemins qui n'ont pas forcément des débouchés très concrets ou des débouchés en lien avec les besoins du tissu économique. Et justement, donc c'est ces jeunes qui ont aussi leur propre représentation, qui sont construites au fil de leur parcours scolaire. Et tout l'enjeu à l'université, c'est de confronter leurs représentations, qui sont parfois idéalisées, avec la réalité de terrain, la réalité de vos entreprises, qui sont en plein mouvement. Et donc là aussi, comment leur permettre de découvrir vos entreprises, vos métiers et les possibilités d'emploi et de travail que vous proposez. Donc, ce qu'on peut dire au niveau des jeunes et de l'accès au travail, c'est qu'il y a la nécessité pour les jeunes de mieux connaître leurs compétences, qu'elles soient des compétences techniques, émotionnelles, relationnelles, hein, ces fameuses hard et soft skills, mais aussi qu'est-ce qui nous fait vibrer, l'environnement socio-économique, comment on permet aux jeunes d'avoir un premier vernis sur la connaissance des entreprises, du territoire, les différents métiers, les domaines de compétences recherchés. Comment on permet aussi aux jeunes de construire un projet professionnel réaliste en lien avec les besoins du tissu économique. Et c'est là où le club essaye d'augmenter la qualité de ces relations et de permettre cette connaissance réciproque. Alors, jeunes et entreprises, quelles compétences pour quel travail dans quelles entreprises? Alors là, il y a un S en trop, veuillez m'excuser. Donc, l'objectif, c'est bien établir un véritable dialogue entre les jeunes et l'entreprise, avec l'idée de comment identifier les valeurs communes et les visions du travail de chacun. Tout le monde a ses propres représentations, avec une forme de réalisme par rapport au terrain, et comment, par la discussion, par le travail de définition, on va pouvoir partager ces valeurs et finalement s'assurer ou pas que l'on peut être en adéquation. Que doit faire l'entreprise pour rendre son entreprise plus attractive? Et là, je dirais un petit mot sur la marque employeur. Et finalement, comment l'entreprise sort à l'extérieur pour dire qui elle est? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise entreprise. Il y a des entreprises qui fonctionnent de telle ou de telle façon. Il n'y a pas des bonnes personnalités ou des mauvaises personnalités. Il y a des personnalités plutôt de telle teintée de telle dimension par rapport à tel autre type de personnalité.
l'entreprise va pouvoir mieux dire qui elle est pour attirer les profils qui sont en adéquation. Bien sûr, c'est aussi comment décrire et évaluer son management, comment il est organisé, qui le fait, comment il fonctionne, quel effet il produit et comment les équipes s'adossent à ce management et l'utilisent. C'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune se sent bien dans mon entreprise et là aussi, comment permettre l'expression des jeunes que vous avez sur leurs attentes, sur ce qui se passe bien et comment se servir de ces propos pour les valoriser, les mettre en avant et raisonner auprès d'autres jeunes qui connaîtraient pas votre entreprise. Et bien sûr, comment les motiver et garder les jeunes dans ces effectifs. J'évoquais tout à l'heure la notion d'expérience de travail. Là aussi, comment le travail, les conditions que vous allez proposer, finalement, vont permettre aux jeunes de s'y retrouver ou à l'inverse de se dire, voilà, c'est pas pour moi et d'éviter de perdre du temps et pour vous et pour lui et de pouvoir passer à autre chose. Donc là, véritablement, comment faciliter la transparence, tant du côté de l'entreprise que du côté du jeune, et surtout de permettre l'expression d'une envie réciproque, d'être en relation professionnelle entre un recruteur et un candidat ou un salarié. Et finalement, comment l'entreprise va permettre l'expression de compétences utiles et efficaces à son développement. Donc, quelle valeur pour quel travail dans l'entreprise? La marque employeur, donc la marque employeur, c'est ce qu'aujourd'hui on définit comme une combinaison d'actions qui vont permettre de mettre en valeur les atouts de l'entreprise dans le but d'attirer et de fidéliser des collaborateurs engagés dans la performance de l'entreprise. Donc, il y a bien sûr tout ce qui concerne l'identité de l'entreprise, ce sont ses racines, son ADN, ses métiers, ses domaines de compétences, son histoire, la réalité de ses produits ou de ses services, qu'est-ce qui fait la force de ses produits, quels ont été ses succès, ses échecs aussi, et comment les échecs ont permis à l'entreprise de rebondir, de grandir, de se réajuster. Sur un plan plus RH, la marque employeur, c'est un moyen de valoriser son modèle managérial, c'est de mettre en avant sa politique de formation, ses règles de rémunération, bref, de donner à voir comment l'entreprise fonctionne et quels sont justement les atouts qui sont les siens. C'est donc un ensemble d'éléments intangibles qui vont définir la culture de l'entreprise, avec un S en trop, ses environnements de travail, les modes de gestion des carrières, les avantages sociaux qui sont proposés, etc., etc. Sachant que là aussi, ce que l'on peut dire, c'est que le critère de rémunération n'est plus le premier critère des jeunes comme recherche d'emploi, et plutôt les aspects de sens, d'utilité, de responsabilité sociale, environnementale qui vont guider leur choix aujourd'hui pour un nombre important d'étudiants. Donc finalement, en quoi de nouvelles pratiques de recrutement et de management combinées à l'usage des outils digitaux vont permettre d'accompagner ces transformations et de permettre à l'entreprise finalement d'augmenter l'adéquation entre ce qu'elle recherche et les candidats disponibles sur le marché. Donc, quelles compétences, jeunes et entreprises, quelles compétences pour quel travail? Donc, comment à la fois l'entreprise précise, indique, définit le travail qu'elle propose, les compétences dont elle a besoin, et réciproquement, comment le jeune ou le candidat va être en mesure de dire quelles sont ses compétences, quels sont ses leviers de motivation, ses capacités d'entrer en relation et de fonctionnement dans l'entreprise. Donc pour le jeune, c'est bien se connaître et être capable de dire qui l'on est, ses compétences, sa personnalité, ses émotions, l'environnement et le management qui sont recherchés. C'est pour eux l'enjeu de découvrir les métiers, les environnements de ces métiers, vos entreprises, et pour ce faire, déjà d'avoir un premier niveau d'information au travers de vos sites internet, des réseaux sociaux sur votre marque employeur.
c'est bien sûr pour le jeune cette idée d'être acteur de son projet et de tracer sa voie, avec l'idée de, comme je disais tout à l'heure, où l'entreprise passe d'un rôle passif à un rôle actif. Avant, elle déposait une offre, elle attendait que les CV remontent. Aujourd'hui, au-delà de déposer une offre, elle va être active sur les réseaux pour chercher des profils, faire savoir qu'elle recrute. Et ben, côté candidat, côté jeune, c'est pareil, c'est comment on leur permet de passer d'une logique de demandeur de stage, de demandeur d'emploi, à une logique d'offreur de compétences et leur permettre d'être force de proposition, de donner à voir ce qu'ils ont à proposer pour permettre à l'entreprise de vérifier si ça lui correspond, si ça répond à ses besoins et à ses attentes. Donc là aussi, comment permettre aux jeunes d'exprimer leurs compétences et découvrir vos entreprises, vos métiers, vos management et vos politiques de responsabilité sociale qui aujourd'hui devient là aussi un marqueur fort de l'identité de vos entreprises et de la recherche d'entreprises par les candidats. Voilà, alors je vois l'heure qui tourne, il est midi. J'avais prévu quelques petites diapos sur les compétences pour finir le propos, mais peut-être pouvons-nous peut-être engager une discussion ou répondre à des questions ou à évoquer vos pratiques. La parole est à vous. J'ai beaucoup parlé, j'espère ne pas avoir perdu trop de monde. Vous pouvez aussi poser des questions sur le chat pour ceux qui préfèrent. Bon. J'espère que mes propos n'étaient pas trop longs ou trop massifs qui bloqueraient la discussion. Non, personne ne veut se lancer sur un témoignage de pratique de recrutement avec les jeunes? Oui, bonjour. Bonjour. Chloé Leveneur, merci pour cette présentation qui est super intéressante. Je me pose une question. Vous parlez effectivement de ce que les jeunes attendent d'une entreprise quand ils y arrivent. Mais est-ce qu'ils le savent vraiment ? Et ne serait-ce que se définir eux-mêmes pour savoir ce qu'ils attendent est encore une question plus vaste. Je ne suis pas sûre que les études aujourd'hui les amènent à vraiment bien savoir ce qu'ils veulent dans la vie. Je pense que d'ailleurs on évolue tous et que la vie nous fait aussi changer d'avis au fur et à mesure que nous avons des expériences, que nous connaissons de nouvelles choses, etc. Comment leur permettre, dès ce démarrage de carrière ou des prises de poste lors d'un contrat en alternance ou autre, mais à ce tout début de leur vie professionnelle, comment les aider justement à mieux se connaître et à mieux définir ce qu'ils souhaitent ? Alors, merci de votre question qui est vraiment au cœur des sujets du club et de l'université. C'est vrai que jusqu'à présent, on parlait de l'alternance, des stages, et souvent, ces modalités d'acquisition de compétences ou de mise en œuvre de savoir dans l'entreprise étaient réservées aux formations très techniques, au départ dans les IUT, ensuite dans les licences pro, et puis aujourd'hui de plus en plus dans les masters, au point qu'on arrive aujourd'hui à une offre de formation qui est quasiment pour beaucoup en alternance, donc avec des périodes d'immersion dans l'entreprise. Donc ça a été la première étape. La deuxième étape, c'est que, comme je disais, le club va fêter cette année ses 30 ans et dès son existence, l'enjeu, c'était de permettre de créer des espaces de rencontre entre le monde de l'entreprise et les étudiants, là aussi pour les informer, les sensibiliser, leur faire découvrir les entreprises, les métiers. Mais ces temps étaient souvent des temps non obligatoires dans la formation et c'était sur le bon vouloir des étudiants. Et ce dont on s'est rendu compte, c'est que c'était encore une fois bien souvent les bons étudiants, ceux qui étaient le plus matures sur ces sujets, qui utilisaient ces actions, donc ce qui finalement eux les renforçait.
et en même temps, comment permettre aujourd'hui à un maximum d'étudiants qui sont encore pas dans ces logiques, et on a encore des étudiants même en master voilà, qui sont encore peu aguerris à ces sujets, même si, comme je le disais, on voit que dès l'école primaire, voire maternelle, voilà, l'éducation nationale travaille sur cette question des émotions, des motivations, et puis finalement de qui on est, qu'est-ce qu'on veut, hein. Et comme vous l'avez très bien dit, ce qui est vrai un jour n'est pas forcément le lendemain, et tant mieux, puisque un individu est là aussi pour évoluer, et que son épanouissement va aussi se faire dans sa trajectoire professionnelle, hein. On a de moins en moins d'individus qui vont faire toute leur vie sur le même poste dans la même entreprise. Et donc là, il y a de fortes évolutions. Et donc aujourd'hui, pour nous, l'enjeu à l'université, c'est de pouvoir rendre obligatoire un certain nombre d'actions, d'événements, d'ateliers animés par des professionnels pour venir parler aux étudiants et partager leurs attentes, leur culture, et puis en même temps développer un certain nombre d'outils pour amener l'étudiant à mieux se connaître, hein. On travaille avec des entreprises comme Prismo sur Annecy ou ProfilScan sur Chambéry, qui sont des spécialistes de l'analyse de personnalité, de motivation, et donc de donner des outils à l'étudiant pour mieux se connaître en amont de son entrée sur le marché du travail, puisque finalement, l'entrée sur le marché du travail est la fin d'un processus, et ce n'est pas le jour où on a fini ses études que l'étudiant doit se préoccuper de où je vais travailler, dans quoi, et commencer à investiguer ces démarches. C'est bien dès les premières, deuxièmes années, c'est ce qu'on essaye de faire au travers de la box insertion, en permettant à des professionnels d'intervenir beaucoup plus facilement dans des cours à l'université et à l'étudiant de s'emparer de ces ateliers pour construire son projet professionnel. Merci beaucoup. Nicolas, s'il te plaît, est-ce que tu peux juste arrêter ton partage d'écran? Parce que du coup, je ne sais pas si tout le monde te voit bien. Voilà, merci. Gérard Perrollet qui a levé la main. Bonjour Gérard. Bonjour à tous. Merci Nicolas pour cette belle présentation très riche en informations. Et moi, ma question, enfin plutôt mon constat, c'est que tu as parlé d'une entreprise qui doit s'adapter, maintenir en équilibre. Et effectivement, je dirais, la problématique d'une embauche qui arrive dans une équipe qui est peut-être un petit peu plus âgée, un petit peu comportant des écarts de génération. Et pour le management, c'est, je pense, la tenue de cet équilibre est un peu périlleux, je trouve. Et voilà, c'est un petit peu pour évoquer un peu ce sujet. Je pense que il y a quelque chose à peut-être approfondir dans les règles d'une entreprise ou le mode de fonctionnement et le regard peut-être des jeunes qui embauchés, qui ont, je dirais, envie de découvrir une quête personnelle, peut-être qui doit être un peu cadrée, mais tout en laissant un petit peu d'ouverture à la créativité, à laisser place à la motivation personnelle. Voilà, c'était parler de cette problématique qui, je dirais, cet écart générationnel qui, dans une équipe, n'est pas évidente à manager. Voilà. Et oui, merci, merci Gérard. Et effectivement, alors loin est encore l'approche où on avait des anciens dans l'entreprise qui disaient « Oh, bah attends, c'est pas toi le jeune qui va m'apprendre le métier, je suis là depuis 30 ans. » Voilà, on a largement dépassé ce stade-là, et on voit aujourd'hui au travers de l'alternance des stages la notion de tuteur. Et au-delà de tuteur, on pourrait même parler de parrain. Comment, pour chaque embauche, ou en tout cas pour les embauches stratégiques ou délicates, l'entreprise peut aussi avoir cette logique de tutorat, de mentorat en interne, de parrainage,
pour justement faciliter à la fois l'intégration, puisque entrer dans une entreprise, surtout pour un jeune, c'est pas, voilà, tout est à découvrir. On est souvent en posture d'infériorité pour le jeune, et donc comment le sécuriser, le rassurer par une démarche bienveillante qui va accélérer l'intégration de la personne et finalement l'accompagner dans sa prise de poste et puis dans l'intégration avec le collectif de travail. Et là encore, les espaces de discussion, les espaces d'échange sont des temps importants. Ils viennent aussi donner comment dirais-je, des ajustements ou des régulations aux règles qui sont définies, puisque là aussi, souvent, on entend que sur les organisations agiles, il n'y a plus de règles. Or, justement, une organisation agile doit avoir des règles. Peu de règles, mais des règles très fortes qui vont venir définir un certain nombre de principes, mais qui en même temps vont laisser cette latitude et cette, comment dirais-je, cette mettre de la personnalisation dans son travail ou de la subjectivité, hein, et on parle souvent de comment un individu met de la subjectivité dans son travail, c'est-à-dire finalement il y a un objectif à atteindre et deux individus ne vont pas forcément emprunter le même chemin pour atteindre cet objectif puisqu'ils sont différents, ils ont une histoire différente, des compétences différentes, et là aussi finalement qu'est-ce qui est important, l'atteinte de l'objectif ou le chemin à emprunter pour atteindre cet objectif. Et c'est là où à un moment le manager va pouvoir justement permettre à l'individu de trouver sa place et le chemin qui lui correspond le mieux par rapport à qui il est et en fonction des règles de l'entreprise. Mais effectivement, c'est un travail là aussi au long cours. Et puis, comment dirais-je, on n'est pas tous formés à encadrer. Hein. C'est pas facile d'encadrer un individu, qui plus est quand on a un jeune. Et donc là aussi, comment peut-être dans l'entreprise avoir des personnes un peu référentes qui soient formées un peu à cet accompagnement, à cette bienveillance, à ce mentorat, à ce parrainage. Ça peut être aussi des pistes à explorer. Et finalement, il peut y avoir là aussi un peu, si on raisonne économie de la fonctionnalité, ces parrains peuvent être à la fois des intégrateurs de jeunes et en même temps des ambassadeurs de l'entreprise. Et là aussi, qui vont contribuer à communiquer à l'extérieur sur l'entreprise, à donner à voir qui elle est, comment elle fonctionne. Et donc, c'est la combinaison de ces différentes démarches qui peut être vertueuse. Je ne sais pas si j'ai bien répondu, Gérard. Oui, merci Nicolas. C'est vrai que des règles, il faut qu'elles soient adaptées à tous, au mode de fonctionnement de l'entreprise et à ces générations différentes dans une équipe. Et voilà la difficulté du manager, je pense, aujourd'hui, qui a peut-être besoin, lui aussi, d'accompagnement, je pense. Tout à fait. Et pour citer le propos d'un chef d'entreprise, voilà, en plein questionnement sur ces enjeux, et finalement, qu'est-ce qui fait qu'un individu va prendre sa place dans l'entreprise et être utile, avoir des qualités relationnelles qui vont lui permettre voilà, de trouver sa place, sa juste place dans le collectif de travail. Il avait une phrase qui m'a marqué, il disait tout le monde dans l'entreprise est à la fois responsable de ce qu'il fait et de ce qu'il ne fait pas, et il est aussi responsable de ce qu'il dit et de ce qu'il ne dit pas. Et à la fois entre des individus qui vont être très extravertis, qui vont prendre beaucoup de place, et puis d'autres individus beaucoup plus discrets qui ne vont pas oser, voilà comment l'organisation, les règles vont permettre justement de lisser un petit peu ces comportements extrêmes et finalement de tendre vers une moyenne où tout le monde finalement a le sentiment d'être à sa place, de pouvoir s'exprimer, de devoir s'exprimer, tout en faisant son activité au sein de l'entreprise. Mais on y reviendra. Au niveau du club, là, comme je vous le disais, on a 2 actions phares, notamment une sur le mentoring. Et justement, on a prévu pour les professionnels qui souhaiteront être mentors, d'avoir des petits modules, des ressources en ligne, des modules de formation avec des spécialistes du parrainage, du mentorat, pour aussi leur apporter des ressources et leur permettre de s'approprier ce rôle, puisqu'encore une fois, je reviens sur cette notion de rôle, et voilà, de prendre conscience de son rôle et d'être sécurisé
autorisé pour dispenser son rôle. Ce qui me permet aussi de dire un mot sur comment, on parlait tout à l'heure de fiches de poste, d'offres d'emploi, mais finalement comment l'entreprise peut définir les rôles et de quoi a besoin un individu pour tenir son rôle et qu'a-t-il compris du rôle qu'on lui demande, qu'on lui a assigné. Et ce qui me permet aussi d'évoquer justement le travail de l'Agence française du développement de l'emploi et des compétences qui fait aujourd'hui un travail remarquable sur les questions de définition des rôles, de cartographie des rôles de l'entreprise pour justement mieux identifier, mieux définir et mieux faire comprendre et amener l'individu finalement à se dire tiens, est-ce que j'ai bien compris ce qu'on attend de moi et au manager de s'attacher à voir si le salarié a bien compris ce qui était attendu de lui. Christian de Péry. Oui, Nicolas, simplement parce qu'il y a en 2019, je ne sais plus si c'est l'université, si c'est Polytech, qui avait invité 5 chefs d'entreprise et savoir comment se passait donc le recrutement. Il n'y en a qu'un qui était très satisfait. Celui-là présentait différemment, à savoir, bien sûr, présenter son entreprise, mais avant tout, il demandait au candidat qu'est-ce qu'il attend de l'entreprise, qu'est-ce qu'il faille faire et quelle est ta motivation essentielle. Parce que nous, voilà ce que l'on fait. Est-ce que l'on correspond à ce que tu attends de l'entreprise? Voilà. Et c'est le seul qui avait du résultat. Bah oui, merci Christian de rappeler ce témoignage, je crois, de Megapixel à l'époque. Et justement, c'est-à-dire que souvent, quand on a besoin de recruter, alors on va avoir souvent en entretien des questions fermées. Tiens, est-ce que vous savez travailler en équipe? Et puis le candidat qui a besoin de travailler, qui veut le job, il va dire oui, oui, sans vraiment expliciter. Et c'est là où toute la technique de l'entretien a sa valeur, hein, le premier entretien, qui est justement un entretien de découverte. Et trop souvent, on veut aller vite, hein. Je vous ai fait tout à l'heure une flèche sur les étapes du recrutement. C'est que chaque étape a ses impondérables et ses moments précieux. Et c'est dans ce cadre-là que justement, on va investiguer pour bien comprendre ce que le candidat recherche, voir s'il a bien compris ce que l'entreprise recherchait et comment cette combinaison peut se faire. Et trop souvent, on va vite sur le processus de recrutement, on recrute vite la personne et puis ensuite, au bout de 2, 3, 6 mois, qui du recruteur, qui du nouveau salarié se disent mais tiens, ça ne correspond pas du tout à ce que j'avais compris ou à ce qu'on m'avait demandé. Et du coup, il y a un décalage et puis ensuite, tout ça peut se transformer en relation nocive, voire toxique, jusqu'au départ du candidat. Donc effectivement, comment arriver à permettre à l'individu de s'exprimer, d'où ce temps encore d'échange au moment du recrutement, de questionnement plutôt sur des questions ouvertes qui vont permettre à l'individu de se raconter. Là aussi, avec plus ou moins de transparence entre l'image qu'il veut donner et puis ce qu'il est réellement. Et c'est là le travail du recruteur que d'aller déceler entre cette image qui est projetée par le candidat et ce qu'il est réellement au regard de ce que l'on attend vraiment. Merci, Nicolas. Merci à vous. Et je pense qu'il y a également une chose, un élément, c'est le tutorat à l'intérieur de l'entreprise, qui est important parce qu'en définitive, bien souvent, on oblige le jeune sur un métier, mais surtout, ce qui est important, le dialogue et de mesurer jusqu'où il peut aller, donc bien le suivre et non pas le laisser dans bien souvent des problèmes, des sujets qu'il maîtrise mal. D'autres témoignages de pratiques qui auraient été difficiles ou d'autres pratiques qui se seraient bien passées et qui pourraient être source d'inspiration? Nicolas, on a un message dans la conversation, un message de Célia Grady que je vais vous lire. Donc, l'université propose des masters de plus en plus pluridisciplinaires, l'occasion pour les étudiants de se connaître au travers de projets vraiment différents. La différence se trouve surtout dans la confiance que nous porte le corps enseignant dans le portage de nos projets, en connaissance de notre savoir, parfois non retrouvé en entrée en entreprise, plus réticent sur la valeur de nos connaissances.
Oui. Et je vois Madame Dubreuil, Catherine Dubreuil qui a levé la main, donc je pense qu'elle veut témoigner également. Allez-y. Madame Dubreuil? Non. D'autres remarques, commentaires, questions? Je vois qu'on a l'entreprise Vully et alors un petit clin d'œil à Vully, à la fois à sa représentante Aline du recrutement chez Vully et puis ce clin d'œil puisque on travaille également, je vous disais que le club fêtait cette année ses 30 ans, mais Vully fête les 60 ans de Sophie la girafe et voilà, et moi on se questionnait justement sur qu'est-ce qui fait que Sophie la girafe est toujours autant d'actualité, compétente. Comment dans votre entreprise, cette marque de Sophie la girafe est un atout pour attirer des profils, des candidats, des compétences? Aline, je vous donne la parole. Bonjour, oui. Alors tout à fait, on a fêté hier les 60 ans de Sophie, objet iconique en France et à l'international. Comme vous disiez, alors lorsqu'on a en tout cas nous, on a en règle générale pas de mal à recruter, dans le sens où on a notre marque employeur qui est très importante en tout cas vue par l'extérieur, qui donne envie et qui est vraiment attrayante. Donc on a beaucoup de candidatures, surtout sur les jeunes. Enfin les jeunes et puis même les personnes au niveau local, puisqu'on est connu et reconnu par nos produits emblématiques. Sophie, pourquoi est-ce qu'elle marche depuis tant d'années? Je pense que c'est par ses qualités en termes de produits, et puis c'est le savoir-faire, le Made in France, le savoir-faire à la française, etc., qui a été vraiment poussé. Tout ce qui est caoutchouc naturel également. Donc, vous parliez tout à l'heure de RSE, de développement durable. Aujourd'hui, c'est des choses qu'on voit vraiment, nous, en termes de recrutement, puisque les personnes, quand elles arrivent chez nous, c'est ce qu'elles nous disent. Elles nous disent, je suis allée sur votre site Internet, je sais que vous avez un impact, en tout cas que vous essayez de travailler sur un impact environnemental, que vous essayez de faire en sorte d'avancer au niveau développement durable, etc. Donc ça, c'est vraiment important. Voilà. Après, que vous dire encore d'autre par rapport en termes de recrutement? Alors, on a des postes qui sont plus ou moins faciles à recruter, entre guillemets. La dernière fois, et le dernier en tout cas, c'était sur un poste à la comptabilité, d'être comptable. Donc, où là, on a toujours l'attrait, en tout cas, des candidats qui est toujours là pour notre entreprise. Par contre, on avait besoin de quelqu'un très rapidement, donc on a déposé l'offre et en même temps, en parallèle, en tout cas, on est allé faire du sourcing et on est allé rechercher des candidatures, en tout cas ailleurs, à part notre propre biais. Voilà. Après, ma question, c'est est-ce que on a quel support, en tout cas, où est-ce qu'on pourra aller pour en tout cas sourcer le plus possible. Voilà. Qu'est-ce que vous nous conseillez? Nous, on essaye de faire appel aux écoles quand on a ciblé en tout cas les formations spécifiques pour voir si les anciens étudiants seraient disponibles. On essaye d'aller sur le site de Pôle emploi aussi. Est-ce que vous avez d'autres sites ou en tout cas je dirais, cibles qui pourraient être potentiellement intéressantes pour nous? Eh bien, écoutez, alors, il y a, en termes de job board, c'est-à-dire d'outils en ligne, de dépôt d'offres, de consultation de CVTech, vous avez cité les principaux. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un gros enjeu sur les agrégateurs de sites. Je pense notamment à des Indeed. Vous avez le département de la Savoie qui a développé une application qui recense l'ensemble des offres et puis qui permet aussi aux candidats de mettre leur CV, leur profil.
profils. Vous avez également l'outil de la région en Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Nos talents, nos emplois. Et puis après, bien sûr, je dirais, il y a aussi tout le travail mano à la mano, si j'ose dire, et qui est justement, par exemple, au club sur les job dating, sur les réseaux des anciens, des alumni. Sur aussi, on voit beaucoup revenir la cooptation, hein, qui est un moyen de recrutement qui avait été fort jusque dans les années 70, qui s'était estompé, dont on voit aujourd'hui revenir, avec des primes à la cooptation qui peuvent être données pour valoriser les salariés qui ramènent des candidats potentiels et voilà. Et puis après, moi je crois aussi beaucoup que, comme je disais tout à l'heure, un étudiant, son insertion professionnelle, le fait de trouver un emploi, c'est le résultat d'un processus qui doit être amorcé depuis plusieurs années. À l'inverse, l'entreprise, comment l'entreprise peut se constituer aussi des viviers de candidats potentiels au travers justement d'un faisceau de démarches. Nous, aujourd'hui, on est convaincus au club que les entreprises qui s'impliquent dans des conférences métiers, des déjeuners RH, différents ateliers, des conférences, finalement contribuent à se faire connaître, à expliciter quels sont leurs objets, leur production, leur mode de management, etc. Et finalement, d'apparaître dans les radars des jeunes. On sait aujourd'hui que les jeunes sont de plus en plus zappeurs, ils utilisent beaucoup les réseaux, il y a beaucoup d'offres d'emploi, elles apparaissent souvent plusieurs fois avec des fois des informations différentes, voire contradictoires. Et finalement, tout ça contribue à faire que le jeune zappe et que du coup, certaines offres ne sont même pas vues, alors qu'elles pourraient être très pertinentes et très en adéquation avec les attentes de ce jeune. Mais comment arriver à se démarquer et à pouvoir susciter rapidement l'intérêt pour que le candidat, tiens, voit un intérêt, garde cette offre et va ensuite aller un peu plus loin et entreprendre une démarche d'investigation, qui d'aller sur le site internet, qui d'entrer en relation avec des salariés sur les réseaux sociaux, qui de proposer un échange et d'entrer en relation de cette façon, de manière à ce que du coup la démarche de l'entreprise, par la combinaison de ces différentes démarches, va lui permettre de se faire connaître, d'exister et d'avoir finalement un vivier de candidats un peu régulièrement renouvelé. Ce qui nécessitera toujours un process de sélection et de discussion, comme on l'évoquait tout à l'heure, pour s'assurer que le jeune ou le moins jeune, ou le candidat en tout cas, est en adéquation avec ce que l'on cherche. Ce qui suppose là aussi d'avoir relativement bien défini ce que l'on cherche, à la fois en compétences techniques, mais aussi surtout en termes de personnalité. Alors on tourne autour de ces termes de compétences émotionnelles, relationnelles, soft skills. Voilà, j'avais quelques diapos sur les compétences et finalement comment essayer de définir cette compétence relationnelle, hein, comment prendre place dans son environnement. Ça fera l'objet d'une prochaine conférence, mais voilà, je pense que ça tourne autour de ces éléments-là. Ok, merci. Nicolas, on a 2 réactions dans le chat. Donc, tout d'abord, donc un message de Gérald Sonio, pardon. Bonjour Nicolas, nous présentons le jeune comme un futur collaborateur ayant une bonne connaissance de soi. À titre personnel, certainement, dans le monde de l'entreprise, tout reste à faire. Développez-vous des méthodes de connaissance de soi telles que la méthode DISC ou autre? Oui, merci Aurore. Oui, alors effectivement, j'ai cité tout à l'heure notamment Prismo, hein, une belle start-up annécienne qui développe des prismes de personnalité. J'ai également cité sur Chambéry, on a une vieille entreprise qui travaille sur ces sujets, qui a un outil assez intéressant qui s'appelle Profil Scan, qui permet de profiler, de faire un scan du profil de l'individu, mais aussi d'une équipe. C'est-à-dire que là, encore une fois, l'idée de ces outils qui sont, on parle souvent de tests de personnalité, c'est un quiproquo, si j'ose dire, parce qu'un test suppose qu'on le réussisse ou pas. Or, on ne réussit pas sa personnalité ou pas. On a une personnalité qui est plutôt de telle obédience, telle dimension. Et là encore, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise personnalité. Et tout l'enjeu, c'est que quand on travaille en collectif, en équipe, qu'on va pouvoir modéliser les profils d'individus qu'on a dans l'équipe. Et finalement, de se poser des questions sur, par exemple, si on prend une équipe existante, qu'on
veut la renforcer et donc prendre une nouvelle personne dans cette équipe, on va déjà s'attacher à voir quels sont les profils de cette équipe. Est-ce qu'on a plutôt des profils leaders, normatifs, altruistes, etc., innovants? Et en fonction de la configuration de l'équipe, on va se poser la question de est-ce que je fais rentrer quelqu'un plutôt avec le profil leader, sachant que j'ai déjà un leader, auquel cas ça peut vouloir dire que les leaders peuvent rentrer un peu en concurrence, mais en même temps peuvent se stimuler pour être plus performants, plus efficaces, mais ce qui nécessitera d'ailleurs un autre type de management pour faire cohabiter ces deux leaders. Ou à l'inverse, j'ai un bon leader que je vais vouloir conforter avec un profil plutôt normé qui va le sécuriser, apporter du cadre. Et c'est donc ce travail de profilage des individus qui va permettre au manager de structurer l'équipe qui lui paraît la mieux dimensionnée pour relever les défis qui sont les siens. Merci Nicolas. Et du coup, on a retrouvé donc Madame Dubreuil qu'on n'arrivait pas à entendre tout à l'heure, qui nous a posé donc sa question sur le fil de conversation. Donc en fait, elle a une question qui porte sur les difficultés inhérentes aux administrations à attirer des jeunes qui vont avoir des représentations sur celles-ci. Par exemple, les jeunes pensent que les administrations intègrent seulement par concours alors que non. De même, souvent ils ne connaissent pas le monde de l'administration. Pourtant, nous sommes au centre hospitalier, le premier employeur de Haute-Savoie, et nous avons 143 métiers à proposer. Alors oui, effectivement, ça c'est Alors, c'est pour ça que dans ma présentation, vous avez dû voir que j'utilisais un petit peu à la fois le terme entreprise et le terme organisation. Là aussi, l'enjeu pour nous au club et vis-à-vis des jeunes, c'est de donner une connaissance la plus exhaustive possible des métiers, des secteurs d'activité, des filières économiques. Et on a notamment noué un partenariat avec l'UNSPIC, l'Union nationale des industries de services publics, industriels et commerciaux. On a noué des partenariats avec les collectivités justement pour mettre en avant les métiers du service public, sachant que les métiers du service public peuvent être faits dans des administrations, des collectivités, de la fonction publique territoriale, mais aussi dans des entreprises, des Veolia, des Sodexo, des Transdev, des RATP, des Enedis, qui sont des opérateurs privés de délégation de services publics. Et effectivement, les voies d'accès aux métiers du service public aujourd'hui, alors il y a des grosses transformations. Je ne sais pas s'il y a un représentant du centre de gestion du CNFPT, du Centre national de la fonction publique territoriale, mais voilà, c'est vrai que les administrations ont beaucoup raisonné par catégorie de fonctionnaires et moins sur une logique métier. Et dans le même temps, ils ont de plus en plus de métiers avec des vraies technicités et donc des besoins de recrutement nouveaux. Donc là aussi, l'enjeu, c'est de mieux informer et sensibiliser les jeunes sur la diversité des secteurs, des filières, des métiers, des employeurs publics, privés, parapublics. Donc voilà, un vaste sujet. Et là aussi, comment rendre le jeune acteur de son projet et lui permettre de pouvoir construire son projet grâce à des ressources mises à sa disposition. Et c'est tout l'enjeu de la box Insertion Pro qu'on initie. J'ai plus de messages sur le chat de mon côté, Nicolas. Je ne sais pas si vous souhaitez poser d'autres questions. Il est 12h30, on a perdu un petit peu de monde, là on est encore 26. Le temps imparti arrive à terme, donc on peut encore échanger autour de remarques ou de questions avant de rendre l'antenne, si j'ose dire, avant de rendre le réseau. En tout cas, je voulais adresser un petit message, une petite salutation à Susanna Arrojo et à Valérie Carquex de la CCI de Haute-Savoie, que j'ai vu qu'elle va assister donc à notre conférence. Donc voilà, je les remercie pour l'accompagnement dont elles nous ont témoigné dans l'organisation de cette masterclass. Et puis, je les félicite aussi, on les félicite au nom du club pour l'organisation des OSEAD, en souhaitant plein de succès à cette nouvelle édition. Voilà, un grand merci à elles. Et puis, je vous souhaite également une bonne journée à tout le monde, puisque je vois qu'on a beaucoup de messages qui nous remercient, qui nous souhaitent une bonne journée. Donc, voilà. Merci, bravo Nicolas. Merci à tous, bonne journée. La présentation est disponible et si vous cherchez à entrer en relation avec l'université, des étudiants, pensez au club, Réflexe Club. Voilà, comme tu le disais, on a enregistré donc cette présentation, donc je pourrais mettre le replay à disposition des personnes qui se sont inscrites ainsi que ta présentation. Parfait.
Eh ben, merci à tous, bon après-midi. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.